Il y a une statistique qui fait assez mal, et peut-être dans la salle, vous êtes dans ce cas-là. Il y a 86% des gens qui sortent avec un bac plus 5 d'une école qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Bonjour à toutes et à tous, enchantée. Donc moi je m'appelle Marie-Lou et je suis ravie de passer l'heure à venir avec vous, même si on est plutôt sur un créneau de digestion. Donc j'espère que vous aurez quand même de l'énergie pour suivre tous les échanges passionnants qui vont se dérouler du coup durant l'heure à venir. Alors pourquoi c'est moi qui vous présente cette petite conférence aujourd'hui? Alors moi je travaille pour le Tech for Good Tour, et le Tech for Good Tour c'est un programme, un tour de France de la technologie engagée et responsable. Et on a été invité par la Mêlée aujourd'hui à l'occasion de ce super événement sur les forums du numérique pour vous parler d'un sujet qui, selon nous, et peut-être aussi selon vous, n'est que trop peu abordé quand on parle de métier, quand on parle de recrutement. C'est la question de quelles sont toutes les opportunités que vous avez aujourd'hui de trouver des jobs qui sont en accord avec vos valeurs, qui ont du sens à vos yeux, et puis globalement qui vous donnent envie de vous lever tous les matins. Donc voilà, on a des super intervenants et intervenantes avec nous aujourd'hui. Avant de les laisser se présenter, je vous propose juste un tout petit moment d'interaction avec vous. Alors c'est très simple, je vais vous poser 3 questions. Si la réponse pour vous est oui, vous pouvez lever la main. Et si elle est non, vous pouvez garder la main baissée. C'est clair pour tout le monde ? Super. Alors la première question c'est, est-ce que vous aujourd'hui, votre recherche de job, c'est quelque chose qui vous stresse ? Ok, alors on a plutôt un consensus autour d'une légère anxiété, on va dire, qui entoure la recherche de travail, ce qui est normal. Mais voilà, c'est bon aussi de savoir qu'on n'est pas tout seul dans cette situation. Deuxième question, est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous avez envie de faire comme métier ? Super. Ok, donc on a quand même plusieurs personnes qui ont une idée assez précise. Génial. Troisième et dernière question, est-ce que vous êtes confiant ou confiante dans votre capacité à trouver le job parfait pour vous ? Ok, quand même quelques mains qui se lèvent. Ah, des mains encore un peu intermédiaires. Bon, bah, on espère qu'à la fin de cette table ronde, vous serez tous avec les 2 mains en l'air sur cette question-là et que vous serez convaincus que vous pouvez trouver le job parfait pour vous. Et donc ça va être un peu le sujet de cette table ronde, en tout cas la question du sens dans notre travail. Et pour ça, du coup, on a 3 personnes qui sont autour de la table. Je vais les laisser se présenter. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et oui, et dans votre présentation, je vous propose aussi de répondre à cette question. Pour vous, c'était quoi avant de commencer à travailler au tout début de votre carrière, quel était votre métier de rêve ? Le job qui vous faisait rêver à ce moment-là, parce que c'est des choses qui évoluent, on le sait, tout au long de votre carrière. Donc voilà, une phrase de présentation et réponse à cette question. Allez, je vais commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Virginie Saillant, je suis la directrice de la performance pédagogique au sein du campus, et donc au sein de Digital Campus. Et donc, ça fait plusieurs années que je suis dans la formation et qu'on travaille sur des programmes liés à la Tech for Good, on en parlera plus tard, et qu'on voit passer des étudiants qui ont envie de donner un sens à leur vie, d'où l'intérêt, bien sûr, d'échanger avec vous aujourd'hui. Et moi, quand j'ai commencé, le job de mes rêves, je pense que j'en ai eu plusieurs et j'en ai toujours. Je pense que j'avais envie de m'occuper de la communication digitale de Cyril Lignac, qui, à l'époque, n'était pas hyper connu, et la com digitale n'était pas très connue non plus. Mais voilà, c'était un peu le job de mes rêves. Donc, je suis dans la com digitale, mais je ne sais pas où est Cyril Lignac, par contre. Donc, voilà. Merci. Moi, je suis Mathieu, je travaille au Filament depuis 3 ans. C'est une société coopérative qui a 7 ans maintenant et qui fait principalement du logiciel libre. Et voilà, on a pas mal de pratiques que moi je trouve vertueuses et qui me motivent à me lever le matin. Et on y reviendra sur le matériel reconditionné, le choix de nos clients aussi dans l'économie sociale et solidaire, notre statut de société coopérative qui est quelque chose d'un peu différent. Et le travail qui me faisait rêver, c'était pas un job en particulier, mais plutôt d'être dans le service. Et là, je suis vraiment bien placé. Voilà, donc de pouvoir aider les gens, et notamment avec l'informatique. Merci Mathieu. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Magdalena. J'aime bien me définir comme une recruteuse engagée. J'ai 12 ans d'expérience. Aujourd'hui, je travaille au sein d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Talent et Impact. Donc, je suis basée à Paris et on accompagne essentiellement des organisations engagées. Donc, ça va de start-up à impact en passant par les assos, mais aussi des fonds d'investissement à impact et des fondations.
Donc je pense qu'on est plutôt au cœur du sujet. Donc je travaille dans l'impact depuis 4-5 ans et avant je suis aussi passée par des scale-up un peu plus tech, traditionnellement parlant. Donc tous ces questionnements me parlent aussi beaucoup. Et pour répondre à ta question, Marie-Lo, il y a des éléments de réponse donc initiale par rapport à mes envies de tout début. Donc j'ai commencé en faisant de la recherche sur les manuscrits médiévaux. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et je pense qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus vivant que les vieux textes. Et d'autre part, donc j'ai aussi une autre activité. Donc je suis très engagée dans le milieu de danse contemporaine. Et donc je danse aussi. Donc j'essaye de réaliser mes rêves un peu en parallèle. Merci beaucoup à tous les trois pour vos partages. Et je vous propose de commencer avec un tout petit mot introductif sur ce qu'est la Tech for Good. Donc, je ne sais pas si c'est une notion dont vous aviez déjà entendu parler. Nous, c'est forcément au cœur de nos programmes avec le Tech for Good Tour, comme vous pouvez sûrement l'entendre. Si vous deviez, vous, tous les trois, associer quelques mots ou de nous proposer une définition comme ça de manière un peu spontanée de la Tech for Good, quel mot vous associerez à ça ou comment vous pourriez décrire un peu cette idée? L'humain au cœur de tous les process, donc l'impact en interne de la société sur ses salariés, avec les relations avec les clients aussi. Parce qu'impact, ça peut être aussi un impact négatif. Donc, quelle vertu, quel bienfait on peut partager, apporter, échanger. Et après, au niveau plus large de la société, de réfléchir au niveau des matériaux utilisés, des méthodes de travail. Enfin, il y a vraiment tout un écosystème qui dépend de choix individuels et plus largement de choix de la société. Donc c'est quand même un engagement, un combat. Ouais. Ajouter peut-être la notion de la responsabilité et une forme de citoyenneté aussi par rapport à ce champ d'action. Et au-delà de la définition peut-être un peu plus sectorielle, j'ai envie de parler de l'énergie de tous les acteurs, actrices de ce secteur-là, qui me semble être en pleine ébullition aujourd'hui. Tout à fait. Alors, je vais compléter avec nous la définition qu'on donne de la Tech for Good avec le Tech for Good Tour. Donc, pour nous, on associe deux mots principaux derrière ça. C'est la technologie qui est d'une part engagée, c'est-à-dire qu'elle se met au service du bien commun pour un impact en effet positif pour la société, pour l'environnement. Et c'est une technologie qui est aussi responsable, c'est-à-dire qu'elle est consciente qu'elle a des externalités négatives, qu'elle peut avoir un impact négatif malgré elle, mais qu'elle connaît ces impacts-là et qu'elle essaye de les maîtriser et de les contrôler et de les réduire au maximum. Donc voilà, il y a ces deux grands termes qu'on associe derrière, et avec ça, on soutient pas mal de causes, que le fait que la technologie doit être aussi plus citoyenne, plus respectueuse de l'humain, qu'elle doit être plus accessible pour toutes et pour tous, qui n'ont pas forcément la même facilité d'accès à la technologie que les autres, qu'elle doit être aussi plus diverse, c'est-à-dire représenter beaucoup plus les minorités qu'on retrouve assez peu encore dans les milieux tech aujourd'hui. Plus sobre, bien sûr, consciente qu'elle consomme des ressources et d'essayer de minimiser au maximum ses ressources. Donc voilà, il y a toutes ces notions qu'on cache derrière le grand terme de Tech for Good. Et globalement, comment ça peut s'appliquer à un territoire, et en particulier sur le territoire toulousain, eh bien, en fait, la Tech for Good, c'est avant tout une coopération entre plein d'acteurs différents qui travaillent la main dans la main justement pour rendre cette technologie plus responsable et plus engagée. Et voilà, on est invité par la Mêlée aujourd'hui qui porte parmi ses grands messages le message de créer une technologie plus responsable. On est aussi accueillis sur un campus où justement il y a aussi cette idée de former les étudiants et les étudiantes à intégrer mieux ces enjeux dans leurs projets professionnels et dans leurs activités. Et il y a également des structures aujourd'hui qui travaillent, qui ont des modèles économiques, qui prennent en compte ces causes-là et qui justement essayent de faire en sorte que la technologie soit plus responsable, plus engagée. Donc voilà, il y a plein de notions qu'on cache derrière. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que la Tech for Good, ça concerne beaucoup de personnes qui sont dans la salle aujourd'hui ou qui nous regardent. Et donc voilà, c'est important de mettre cette notion-là au cœur de notre conversation, même si on va se détacher un peu du vocabulaire pour parler de métier et de vous et de ce que vous voulez concrètement en termes pour un job, trouver un job qui vous fasse vraiment rêver.
Et donc, je vais commencer avec ma première question pour entrer vraiment dans le vif du sujet. Elle va s'adresser peut-être en particulier à toi, Magdalena. Et ma question, c'est est-ce que ce sujet de responsabilité de la tech dont on parle aujourd'hui et dont on parle quand même de plus en plus, est-ce que c'est une tendance de fond et comment ça s'exprime, comment ça se traduit chez les différents acteurs économiques aujourd'hui, donc pouvoir public, les entreprises, les organismes d'enseignement supérieur, etc. Oui, c'est vrai que pour moi, c'est une vraie tendance de fond qu'on voit beaucoup en tant que recruteur depuis quelques années. Et je pense qu'on peut vraiment parler de plusieurs mouvements, de phénomènes qui se rejoignent et qui se croisent. Et c'est absolument passionnant. Donc, le coup d'envoi, en tout cas officiel, était donné déjà en 2018 avec le sommet pour la Tech for Good organisé par le président Macron à l'Élysée. Avec une réflexion un peu systémique sur la manière dont la tech pourrait devenir un levier de développement durable, donc selon les 17 objectifs aussi donnés par l'ONU. S'ensuit un engagement vraiment massif de plusieurs entrepreneurs. Donc à l'époque, déjà une centaine d'initiatives prennent partie de ce mouvement. Donc beaucoup d'entreprises qui se créent, qui se développent. En conséquence, il y a aussi beaucoup de fonds d'investissement à impact qui voient le jour depuis quelques années. Des mouvements, des collectifs d'entrepreneurs et de chercheurs donc, organisés autour de la Tech for Good, mouvement for Impact France, des projets portés également par la BPI, des mouvements comme Change for Now, qui organise aussi des grandes journées de recrutement à impact. Donc pas mal d'initiatives. Je peux également parler d'un collectif qui s'appelle Latitude, qui était lancé même avant, donc c'était en 2017, par 3 étudiants d'une école d'ingénieurs qui déjà à l'époque se posaient la question comment est-ce qu'on fait avancer nos engagements citoyens en parallèle avec le développement de nos compétences techniques. Et donc ils ont lancé un collectif qui aujourd'hui rassemble plus de 3000 personnes, donc auteurs, autrices de la tech en France, et qui fait aussi des formations, donc qui accompagne une population d'étudiants de plus de 6000 personnes par an. Et peut-être pour terminer, il y a évidemment aussi un impact direct, me semble-t-il, sur les programmes de formation. Donc pas mal d'écoles d'ingé qui s'engagent très concrètement. Je pense notamment à Etna. J'avais vu passer justement des engagements écrits de leur part, mais ils organisent donc à la fois des cycles d'ateliers, de conférences, mais aussi des hackathons qui soient portés sur l'innovation responsable. Donc je pense qu'il y a évidemment énormément de choses qui se passent en ce moment. Merci Magdalena. Mathieu, le filament, pour le coup, c'est une structure qui s'est vraiment créée autour d'un projet d'intégrer l'impact au cœur des stratégies, au cœur des activités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, comment une structure comme ça peut mettre l'impact au cœur de son modèle ? Je peux revenir sur le modèle de Scope, société coopérative, parce que je me suis rendu compte en parlant que ce n'était pas forcément évident pour tout le monde. Donc la Confédération Générale des Scopes a été créée en 1884, donc quand même ça remonte, pour mettre au cœur de la structure d'entreprise l'horizontalité. Donc les salariés deviennent associés de l'entreprise, une personne, une voix pour toutes les décisions. On répartit le capital, on répartit le bénéfice en priorité pour l'entreprise, puis pour les sociétaires, et s'il en reste et qu'on le décide, pour les extérieurs. Donc c'est aussi une autre manière de penser la pérennité et les objectifs en interne. On a aussi au filament donc une démarche de réduction d'impact. On choisit des hébergeurs qui ont une alimentation verte, des faibles impacts électriques. On travaille tous sur du matériel reconditionné. Il y a vraiment beaucoup de points sur lesquels on a travaillé et qu'il a fallu, comme je disais tout à l'heure, batailler même auprès de certains clients pour imposer. Et notre offre principale est basée sur un logiciel libre. Donc ça aussi, c'est pas forcément évident à faire passer. Donc un logiciel qui est développé par une communauté, qui est accessible gratuitement à n'importe qui. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est d'avoir une démarche d'analyse des besoins en amont, de définition et ensuite de mise en place de ce logiciel libre
qui n'a pas de coût de licence, mais juste un coût de mise en place et de maintenance. Merci beaucoup. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Magdalena, tout à l'heure, quand tu disais que c'était une transformation aussi dans le supérieur, et donc en fait chez les jeunes, Virginie, je me tourne plutôt vers toi pour te poser la question. Est-ce que toi aussi, c'est une demande que tu identifies aujourd'hui chez les étudiants, chez les étudiantes, d'intégrer à la fois dans la construction de leur projet professionnel ces préoccupations de sens, d'être alignés avec leurs valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Complètement. Depuis, on va dire, les 3 dernières années, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Avant, ça restait à la marge. Nous, sur nos masters, on a un programme qui s'appelle DC Start, qui est un programme, on va dire, de pré-incubation, où les étudiants vont avoir un projet d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat à développer dans le cadre de leur diplôme. Et ils sont complètement libres de l'idéation et de l'idée qu'ils vont développer pendant 2 ans. Pendant les 5 dernières années, on était plus sur des projets qui étaient des projets business purs. Et depuis les 3 dernières années, on sent vraiment que les étudiants cherchent un sens, à avoir un impact positif, à aider. Donc vraiment, on voit que c'est une démarche qui est de plus en plus importante pour eux. Également, quand on fait des hackathons, on est de plus en plus aussi, nous, à l'écoute du type d'entreprise avec lesquelles ils veulent travailler. Et donc, souvent, ils sont force de proposition sur des entreprises qui vont justement être dans ces valeurs-là, qui vont être dans l'e-inclusion ou qui vont justement travailler sur le fait de pouvoir connecter plus de gens autour de l'outil, ne pas être être dans la diversité aussi. Et donc, c'est quelque chose qui revient vraiment, alors que, voilà, comme je disais, il y a 5 ans, c'était vraiment à la marge des étudiants qui étaient, je ne vais pas dire plus éclairés, mais qui étaient plus curieux ou qui allaient vraiment sur ces thématiques. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de nos classes qui se posent ces questions-là. Et on le voit vraiment, voilà, un changement assez significatif sur ça, ce qui nous pousse, nous aussi, à évoluer. Même si à Digital Campus, c'est quelque chose qu'on avait mis en place, puisque depuis 4 ans, on a une matière qui s'appelle Digital Humanities, qui en fait a pour vocation de les éclairer aussi sur le monde digital qu'ils veulent demain. Comme on dit, nous, on ne dit pas qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien. Voilà, c'est jamais dans notre philosophie. Par contre, on leur donne les clés pour réfléchir au type de société qu'ils veulent demain et quel impact eux veulent avoir dans cette société. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on intègre. On fait aussi venir le Tech for Good Tour qui anime des ateliers, voilà, pour se poser des questions lors de l'idéation. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on sème pour que ça éveille en eux quelque chose et ça marche plutôt bien ces derniers temps. Oui. Et ce que tu me disais aussi, c'est que vous rencontriez à côté un peu un désarroi du côté des entreprises qui doivent aussi un peu s'adapter à cette évolution des attentes et de la demande chez les personnes qui viennent candidater. Et tu me disais que vous les accompagnez aussi, ces entreprises-là, à mieux comprendre. Nous, on a beaucoup 95% de nos étudiants d'ici, à partir de la 2e année, sont en alternance. Donc, ils sont en entreprise 2 semaines et 1 semaine en cours. Et en fait, souvent, il y a un décalage. Des fois, on peut sentir ça entre qui on est et l'entreprise dans laquelle on va travailler. Déjà, on a des étudiants de plus en plus difficiles dans le type d'entreprise dans lesquelles ils veulent faire leur alternance parce qu'ils veulent des entreprises qui font sens pour eux, à la fois aussi dans le partage vie pro, vie perso, mais aussi dans les valeurs que porte l'entreprise. Voilà, le greenwashing, c'est quelque chose que les étudiants aiment de moins en moins, dans le sens où ils veulent que derrière l'entreprise aille au bout de ses convictions. Donc il y a ça. Et il y a aussi des entreprises qui sont assez perturbées par le changement de cette génération sur ces questions de société. Et donc on accompagne les tuteurs par des cycles de formation aussi, alors des réunions ou des conférences pour les aider à comprendre cette génération et aussi ces questions d'impact et de sens, parce que peut-être contrairement à Paris où il commence à y avoir pas mal d'offres d'emploi, on commence à voir à Toulouse des offres orientées sur les questions de Tech for Good, mais ça reste voilà, peut-être plus des grands groupes, et c'est vrai que nos étudiants travaillent plus dans des PME par exemple, qui sont déjà sur de la transfo digitale et qui ne sont pas encore sur du digital responsable ou de la tech for good. Donc c'est vrai qu'on les aide aussi à prendre ce train-là parce que ça va très vite et que pour les entreprises, c'est pas facile aussi de comprendre tout ce qui se passe. Je te propose, Magdalena, de rebondir un peu là-dessus. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose que tu observes? Comment se fait aujourd'hui un peu la confrontation entre les attentes des personnes qui sont sur le marché du travail et qui deviennent de plus en plus exigeantes en choisissant leur emploi, et de l'autre côté, les structures qui recrutent et qui doivent aussi s'adapter à cette évolution des demandes? Oui, je pense que c'est vraiment une relation qui s'est faite dans les deux sens. Donc peut-être pour ajouter quelques mots sur ce que disait Virginie,
il y a clairement la question de l'impact environnemental et social de notre travail et aussi une vraie question, je pense, pour qui on travaille. Donc, un peu plus au niveau du développement personnel et le rapport à un parcours professionnel. Donc, quand j'accompagne aussi mes clients aujourd'hui, il y a vraiment la question de les accompagner dans la manière de créer une vraie culture du feedback, de créer des relations de qualité dans les travails, même si on va travailler dans un groupe plus important. En fait, on a envie que ce soit riche en deux sens et que ce soit une relation vraiment individuelle et en plein développement tout le temps. Et par rapport à impact, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est clairement aussi une volonté d'intégrer des personnes qui viendraient soit directement des formations, soit des parcours plus corporate, avec des compétences souvent hard skills très spécifiques. Donc c'est une vraie volonté d'impact d'attirer aussi ce genre de talents. Et il y a la question qui est à la fois pragmatique, un peu épineuse et hyper intéressante, notamment de salaire. Parce que c'est un vrai sujet. Et ce qu'on observe aujourd'hui sur le marché du travail, et donc d'un point de vue recruteur, c'est que souvent les candidats qui postulent dans l'impact souhaitent certes avoir un travail épanouissant et plein de sens, mais aussi rémunérateur. Donc ça fait que Impact se regarde aussi et va un peu dans le sens du marché du travail plus classique. Bon, complètement aligné avec tout ce qui a été dit. Mais donc du coup, on a aujourd'hui un marché du travail qui intègre plein de nouvelles opportunités pour toutes les personnes qui ont envie de trouver un travail qui a du sens, qui désirent mettre leurs compétences au service de projets qui ont un impact positif sur la société. Mais concrètement, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les métiers dans la tech for good? Quelles sont les opportunités qui existent aujourd'hui? Par exemple, si moi j'arrive sur le marché du travail, qu'est-ce que je peux trouver comme poste avec mes compétences tech? Peut-être encore Magdalena. Oh, bonjour. Alors, je pense que on aura des réponses très complémentaires. À mon sens, et de ce que je vois, il y a quand même beaucoup de métiers de la tech, je ne vais pas dire traditionnels, mais en tout cas des métiers de la tech qui sont tout simplement traduits et donc mis au service de l'impact avec des projets vraiment portés au sens de l'intérêt général. Donc ça, c'est une première tendance que j'observe. Et Impact, aujourd'hui, a vraiment besoin des personnes qui ont des compétences tech à proprement parler. Après, il y a quand même des métiers un peu plus spécifiques, je dirais, liés à la mesure d'impact. Donc tout ce qui va être lié à la data, les métiers de la BI aussi appliqués à impact qui sont de plus en plus en vogue. Et après, évidemment, il y a aussi plein de nouveaux métiers qui se créent, mais je dirais plus à cheval entre la tech et l'ingénierie, dans tout ce qui va être développement durable, la green tech et environnement. Donc là, on est vraiment sur une technicité encore autre. Donc je dirais qu'il y a un peu ces trois grandes tendances. Et est-ce que c'est des opportunités qui sont amenées aujourd'hui à se multiplier? Enfin, quelle est un peu la tendance? Complètement. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de chiffres. J'avais très envie de trouver des statistiques récentes, mais j'ai l'impression que ça évolue tellement vite qu'il est difficile d'avoir un chiffre concret et fiable. Donc oui, en tout cas, de mon expérience de recruteuse à Impact depuis quelques années, c'est assez fou parce qu'il y a vraiment de plus en plus de postes. Que vous pouvez trouver sur plein de job boards aussi spécialisés. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, un vrai essor d'opportunités. Et donc, à la fois des postes en création ou un peu en reconversion impact dans des groupes plus grands. Et si on peut prendre un exemple très concret, par exemple au filament, Mathieu, qu'est-ce qu'il y a comme type de poste autour de toi? Enfin, quels sont les métiers de tes collègues? Qu'est-ce qu'on retrouve comme métier au sein du filament? On reste quand même une société de services en informatique. Donc on a des ingénieurs systèmes, de l'infrastructure, du génie logiciel, du développement, des bases de données et aussi toute la partie support administratif. Donc les RH, la compta, les finances, tout ça, c'est des outils qui sont dans la vie de l'entreprise au quotidien. Après, on est 5, donc tout le monde fait un peu tout. Ce n'est pas des postes dédiés. Mais je pense que la tech, c'est vraiment un outil et le for good, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi.
Et par contre, dans les nouveaux métiers, je pense qu'il y a une grosse mouvance autour du Green IT, donc le design des sites web, la réduction de consommation, d'impact. Et ça, je pense qu'effectivement, ça fait partie de toute la phase de bilan carbone, analyse et tout ça, mais plus orienté informatique. Et ça, je pense que c'est en train d'émerger. Ouais. Et donc toi, par exemple, tu es arrivé au filament voilà, il y a quelques années. Donc, de base, peut-être que tu n'avais pas tu travaillais pas dans des structures à impact, mais pourtant, tu as trouvé ta place avec tes compétences au filament. Ou alors tu travaillais déjà dans des structures à impact positif avant? Alors, travailler, oui et non, puisque j'ai travaillé en SS2I, sous-traitance pour Airbus, voilà, on est à Toulouse. Donc un impact voilà, mitigé, disons, enfin des bons impacts et des mauvais impacts. Et à côté de ça, j'étais pas mal impliqué dans des associations, donc je pense que c'est aussi ça qui m'a rapproché de ce statut coopératif et de notre choix de se tourner plus vers des clients de l'économie sociale et solidaire, quoi, de vraiment avoir cette fibre humaine et de ne pas chercher la compétition, de ne pas chercher le profit forcément en premier. Il le faut pour faire tourner l'entreprise, mais ce n'est pas l'objectif principal, quoi. Donc ouais, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Ouais. Tu évoques le mot association, c'est intéressant parce que, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent on a des vieilles idées comme quoi travailler dans l'impact, c'est forcément à travers voilà, une association ou une ONG. Et on a peut-être aujourd'hui des idées à défaire sur quelles sont les structures aujourd'hui dans lesquelles on peut travailler et travailler du coup au service de l'impact. Par exemple, Magdalena, est-ce que tu pourrais me dire un peu quelles sont les différentes structures dans lesquelles on peut retrouver des jobs tech à impact aujourd'hui, des jobs dans la tech for good? Oui, je pense que c'est hyper, c'est très hétérogène. Donc, il y a évidemment des associations qui sont historiquement un peu des noyaux d'engagement citoyen, mais au-delà de ça, de plus en plus d'entreprises à impact avec des certifications différentes. Donc, on parlait de l'ESUS, des startups à impact. On a aussi de plus en plus de fondations qui grandissent aussi et qui recrutent des fonds d'investissement à impact et des incubateurs d'entreprises à impact qui sont de plus en plus répandus. Donc voilà, il y a vraiment toute une grande typologie d'organisations qui aujourd'hui se disent à mission. Je pense que ce qui est toujours intéressant, c'est de plonger encore plus dedans et d'aller jusqu'au bout de ces engagements et vraiment choisir la cause qui vous intéresse et essayer de creuser dans ce sens. Donc, et si aujourd'hui, pour qu'on s'imagine un peu plus concrètement, tu devais dresser voilà, plusieurs profils types qu'on peut retrouver dans la tech for good, de personnes qui travaillent dans la tech for good, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait comme persona, on peut dire presque, comme profil type? Je ne crois pas qu'il en existe vraiment je pense que ce sont des personnes qui sont en mouvement, des personnes sympathiques, je pense, parce qu'on est tous chouettes. Non, je crois qu'il y a à la fois des personnes qui ont commencé à travailler dans des structures à vocation plus marchande, souvent, et qui souhaitent vraiment aller vers l'impact, donc avec déjà des premières expériences professionnelles derrière elles. Ensuite, il y a toute une nouvelle génération d'étudiants et étudiantes qui, comme vous, sont vraiment plongés avec un niveau de conscience qu'on n'avait pas il y a encore quelques années, très clairement. Donc, je pense que ça change fondamentalement la manière d'appréhender la vie professionnelle. Donc, ça peut être tout aussi une personne qui a commencé dans une grande boîte, qui a commencé à travailler sur des projets intrapreneuriaux portés sur impact, qui ensuite souhaite aller vers une structure plus petite, comme un jeune diplômé qui va rejoindre une start-up à impact et qui va monter en fait en compétences de manière un peu plus linéaire. Je dirais qu'il y a vraiment peut-être quelque chose qui serait le fil rouge ou un point en commun, c'est la capacité d'adaptation et je pense une certaine agilité intellectuelle puisqu'on est vraiment à la fois sur des métiers en pleine transformation et aussi c'est un milieu qui change tout le temps. Voilà, donc,
Et quelles sont les craintes qui existent aujourd'hui parmi les personnes qui ont envie de se lancer dans un métier qui a du sens? Quels sont un peu les préjugés qu'il peut y avoir ou des craintes, et comment on adresse aujourd'hui ces craintes? Par exemple, Virginie. Je pense que, comme on disait un peu tout à l'heure, on a des fois des présupposés encore que quand on travaille dans le for good, ça va peut-être pas être rémunérateur, ou sans parler de ça, mais c'est de se dire, peut-être la crainte, c'est d'être dans un milieu qui a un peu ce schéma qui était l'association, et des fois ça parle pas aux étudiants ou aux jeunes diplômés. Donc l'idée, c'est des fois pas de titre d'État derrière. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment sur ces modifications. On a un comité de pilotage avec des entreprises qui vont nous aider à repenser les programmes chaque année pour intégrer de nouvelles questions et aussi être alignés avec le besoin des entreprises. Donc on fait rentrer petit à petit, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple des hackathons avec certaines typologies d'entreprises qui avant ne travaillaient pas spécialement avec nous. On va travailler justement sur le fait de faire réfléchir nos étudiants au travers de différentes matières. Ça peut être dans le web marketing, ça peut être dans le développement web, ça peut être dans plein de matières qu'on a. C'est juste de tourner un peu le prisme en disant, ben voilà, ça c'est des matières qui existent depuis longtemps. Par contre, aujourd'hui, on a une vision différente de leur utilisation ou justement de comment derrière on va pouvoir impacter positivement les choses, que ce soit dans une campagne de communication, que ce soit en créant un site web. On va leur parler aussi de tout ce qui est inclusion, de se dire que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance du web ou la même maîtrise des outils que les étudiants conformes. Donc voilà, ça va être par des ateliers, par de la sensibilisation, par beaucoup de discussions, parce que l'idée, c'est pas d'imposer une vision.
l'idée, c'est que ça émerge en eux, et ce ne sera pas sur 100% de nos promos, ce sera que sur une certaine partie. Donc c'est de leur donner les clés de la réflexion. Et pour nous, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas créé un programme tamponné Tech for Good, parce qu'on préfère le distiller au travers d'exemples, de conférences et de choses comme ça, pour que ça allume quelque chose en eux et qu'ils aient envie de creuser ce sens-là, plutôt que de dire tiens, on va faire un cours vraiment orienté sur ça parce que c'est ça la vérité. Voilà. Et imposer quelque chose, souvent, ça va faire un mouvement contraire pour l'étudiant, plutôt que de se dire tiens, je sème quelques idées et derrière, ils vont commencer à en parler, ils vont travailler ensemble sur certaines thématiques. Et nous, ce qu'on a introduit justement, qui nous tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, il y a une statistique qui fait assez mal, et peut-être dans la salle, vous êtes dans ce cas-là, il y a 86% des gens qui sortent avec un bac+5 d'une école qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Donc c'est un petit peu dur quand on est une école de se dire qu'on n'arrive pas à allumer ça chez nos étudiants. Et l'idée, donc à partir de l'année prochaine, pour tous nos promos, on introduit un programme qui s'appelle Life Skills. Donc on connaît les hard skills, les soft skills. Et Life Skills, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui, moi, dans la vie, m'anime en fait. Qu'est-ce qui fait que si je devais dessiner mon job de rêve, il y aurait ça dedans comme valeur, etc. Et donc, c'est vraiment des cours, enfin plutôt des séances d'échange pour arriver à travailler sur l'individu et se dire mais qu'est-ce qui m'anime moi et qu'est-ce que je peux faire pour avoir aussi une société qui me ressemble un peu plus. Donc ça fait partie un peu pour nous de ces des petites choses qu'on sème pour justement les faire réfléchir à ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression aussi que la tech est un milieu... assez réceptif à tout ce qui est nouveaux modes de formation, puisqu'en parallèle des universités, des écoles dont tu déplorais un peu la rigidité, la lourdeur qui est là à cause des normes administratives, tout ce qui est les MOOC, les forums, les tutos, tout ça, et en particulier dans le logiciel libre, donc c'est une communauté que je connais un peu, on peut apprendre énormément sur un forum qui peut être bienveillant, où il y a des gens qui sont prêts à aider, à passer du temps, à développer ensemble. Il y a aussi des formes collaboratives de travail, comme les hackathons, les conventions, les festivals. Et c'est avant, pendant, après la formation, quand on est en poste, quand on est en recherche, c'est vraiment quelque chose qui est en parallèle, j'ai l'impression, des formations officielles. Les métiers dans la tech ou... toutes ces branches-là, c'est de la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend dans une école, on va avoir un mode de réflexion qui va servir, mais l'outil sur lequel on a appris sera souvent des fois dépassé au moment où on va sortir de l'école ou quelques années après. On le voit encore plus avec l'IA qui arrive. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que ce sont des connaissances en mouvement. Donc on est obligé de continuer à se former aussi à une vision ou une nouvelle utilisation des choses. Donc c'est très important et on pousse les étudiants justement à faire de la veille, à s'auto-former en permanence en parallèle, à trouver aussi les communautés ou les mentors qui vont les animer. Cette année, on a créé un incubateur au sein du campus justement qui est ouvert à toutes nos écoles où là c'est animé par la mêlée, mais où ce sont des mentors avec différents types de parcours de vie qui vont leur expliquer ce que c'est l'échec aussi. Enfin voilà, comment bien le vivre, comment aussi avoir une vision. Il y a vraiment toute une grande typologie d'organisations qui aujourd'hui se disent à mission. Je pense que ce qui est toujours intéressant, c'est de plonger encore plus dedans et d'aller jusqu'au bout de ces engagements et vraiment choisir la cause qui vous intéresse et essayer de creuser dans ce sens. Donc, Et si aujourd'hui, pour qu'on s'imagine un peu plus concrètement, tu devais dresser plusieurs profils types qu'on peut retrouver dans la Tech for Good, de personnes qui travaillent dans la Tech for Good, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait comme persona, on peut dire presque, comme profil type? Je ne crois pas qu'il en existe vraiment je pense que ce sont des personnes qui sont en mouvement, des personnes sympathiques, je pense, parce qu'on est tous chouettes. Non, je crois qu'il y a à la fois des personnes qui ont commencé à travailler dans des structures à vocation plus marchande, souvent, et qui souhaitent vraiment aller vers l'impact, donc avec déjà des premières expériences professionnelles derrière elles. Ensuite, il y a toute une nouvelle génération d'étudiants et étudiantes qui, comme vous, sont vraiment plongés avec un niveau de conscience qu'on n'avait pas il y a encore quelques années, très clairement. Donc, je pense que ça change fondamentalement la manière d'appréhender la vie professionnelle.
Donc, ça peut être tout aussi une personne qui a commencé dans une grande boîte, qui a commencé à travailler sur des projets intrapreneuriaux portés sur impact, qui ensuite souhaite aller vers une structure plus petite, comme un jeune diplômé qui va rejoindre une start-up à impact et qui va monter en fait en compétences de manière un peu plus linéaire. Je dirais qu'il y a vraiment peut-être quelque chose qui serait le fil rouge ou un point en commun, c'est la capacité d'adaptation et je pense une certaine agilité intellectuelle, puisqu'on est vraiment à la fois sur des métiers en pleine transformation et aussi c'est un milieu qui change tout le temps. Voilà, donc, Et quelles sont les craintes qui existent aujourd'hui parmi les personnes qui ont envie de se lancer dans un métier qui a du sens? Quels sont un peu les préjugés qu'il peut y avoir ou des craintes, et comment on adresse aujourd'hui ces craintes? Par exemple, Virginie. Je pense que, comme on disait un peu tout à l'heure, on a des fois des présupposés encore que quand on travaille dans le for good, ça va peut-être pas être rémunérateur, ou sans parler de ça, mais c'est de se dire peut-être la crainte, c'est d'être dans un milieu qui a un peu ce schéma qui était l'association, et des fois ça parle pas aux étudiants ou aux jeunes diplômés. Donc l'idée, c'est, je pense, de casser un peu cette vision, et toutes les initiatives, que ce soit au niveau du gouvernement sur le For Good ou le Tech For Good Tour, ou toutes les tables rondes qui vont permettre d'en parler, vont permettre un petit peu de montrer qu'en fait c'est juste une conviction au service d'une compétence qui peut être une hard skills sur certaines thématiques, mais qu'on va juste avoir une conviction de qu'est-ce qu'on veut faire pour le futur en fait. Et peut-être avant, quand on choisissait un métier, on avait envie de faire un métier, mais on n'avait pas un sens dans la société. Enfin, on ne voyait pas un impact spécialement au métier qu'on faisait, à part l'impact qu'il pouvait avoir sur notre vie à nous. Et donc c'est plus une prise de conscience, je pense, des étudiants, de se dire... je ne pense pas qu'en tant qu'individu, mais je pense en tant que société. Donc, je pense que c'est une vision aussi qui est en train de changer. Donc, les étudiants peuvent des fois se dire et être frileux en disant je vais peut-être commencer ma carrière dans une entreprise dite classique pour faire mes armes, et après j'irai regarder pour avoir un impact différent. Mais je pense que de plus en plus, et ça se voit surtout sur les freelances, parce que nous on a pas mal d'étudiants qui se lancent dans le freelance dès les premières années d'études, ou qui font de l'entrepreneuriat. Et en fait, sur ces profils-là, on commence dès le début à avoir justement ce côté, quand je vais pousser une idée, je vais aussi me poser la question ça peut être aussi une façon de se différencier du marché, mais qu'est-ce que je peux faire qui est différent par rapport aux autres. Donc, est-ce que, par exemple, je vais faire de la formation plutôt dans le numérique responsable parce que je crois que la communication doit évoluer dans ce sens-là, ou est-ce que je vais justement travailler un petit peu dans le développement web, mais avec justement les nouveaux outils ou la nouvelle manière de faire qui va faire qu'aujourd'hui, on va aussi mesurer l'impact écologique du web. Donc voilà, c'est je pense, des questionnements qui vont être faits comme ça, et les étudiants qui ont une vocation d'indépendance se posent la question un peu plus tôt que ceux qui veulent rentrer dans le salariat, où c'est d'abord je vais aller dans un système un peu classique pour faire mes armes, et après je vais m'intéresser aussi à ces questions-là. Donc ça, c'est ce qu'on voit un petit peu. Et aussi, on zoome un peu sur tous les enjeux de formation qui sont derrière. Aujourd'hui, il y a quand même une véritable urgence de préparer toutes les personnes qui arrivent sur le marché du travail, ou toutes les personnes qui désirent se reformer aujourd'hui, à adresser ces enjeux sociaux et environnementaux, à mieux les comprendre, à peut-être développer des nouvelles compétences. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui existe comme nouveaux programmes, comme nouveaux cursus? Comment on repense la formation à travers le prisme de cette nouvelle urgence? Alors, la formation, on est très réglementé, donc on n'a pas des fois cette agilité à pouvoir tout changer, surtout quand on va mener un diplôme, contrairement à des formations courtes où il n'y a des fois pas de titre d'État derrière. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment sur ces modifications. On a un comité de pilotage avec des entreprises qui vont nous aider à repenser les programmes chaque année pour intégrer de nouvelles questions et aussi être alignés avec le besoin des entreprises. Donc on fait rentrer petit à petit, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, des hackathons avec certaines typologies d'entreprises qui avant ne travaillaient pas spécialement avec nous. On va travailler justement sur le fait de faire réfléchir nos étudiants au travers de différentes matières. Ça peut être dans le web marketing, ça peut être dans le développement web, ça peut être dans plein de matières qu'on a. C'est juste de tourner un peu le prisme en disant
voilà, ça, c'est des matières qui existent depuis longtemps. Par contre, aujourd'hui, on a une vision différente de leur utilisation ou justement de comment, derrière, on va pouvoir impacter positivement les choses, que ce soit dans une campagne de communication, que ce soit en créant un site web. On va leur parler aussi de tout ce qui est inclusion, de se dire que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance du web ou la même maîtrise des outils que les étudiants conformes. L'idée, c'est que ça émerge en eux, et ce ne sera pas sur 100% de nos promos, ce sera que sur une certaine partie. Donc c'est de leur donner les clés de la réflexion. Et pour nous, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas créé un programme tamponné Tech for Good, parce qu'on préfère le distiller au travers d'exemples, de conférences et de choses comme ça, pour que ça allume quelque chose en eux et qu'ils aient envie de creuser ce sens-là, plutôt que de dire, tiens, on va faire un cours vraiment orienté sur ça, parce que c'est ça la vérité. Voilà. Et imposer quelque chose, souvent, ça va faire un mouvement contraire pour l'étudiant, plutôt que de se dire, tiens, je sème quelques idées, et derrière, ils vont commencer à en parler, ils vont travailler ensemble sur certaines thématiques. Et nous, ce qu'on a introduit, justement, qui nous tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, il y a une statistique qui fait assez mal, et peut-être dans la salle, vous êtes dans ce cas-là, il y a 86% des gens qui sortent avec un bac +5 d'une école qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Donc c'est un petit peu dur quand on est une école de se dire qu'on n'arrive pas à allumer ça chez nos étudiants. Et l'idée, donc à partir de l'année prochaine, pour tous nos promos, on introduit un programme qui s'appelle Life Skills. Donc on connaît les hard skills, les soft skills. Et Life Skills, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui, moi, dans la vie, m'anime en fait. Qu'est-ce qui fait que si je devais dessiner mon job de rêve, il y aurait ça dedans comme valeur, etc. Et donc c'est vraiment des cours, enfin plutôt des séances d'échange pour arriver à travailler sur l'individu et se dire mais qu'est-ce qui m'anime moi et qu'est-ce que je peux faire pour avoir aussi une société qui me ressemble un peu plus. Donc ça fait partie un peu pour nous de ces des petites choses qu'on sème pour justement les faire réfléchir à ça. Ouais. Moi j'ai l'impression aussi que la tech est un milieu assez réceptif à tout ce qui est nouveaux modes de formation, puisqu'en parallèle des universités, des écoles dont tu déplorais un peu la rigidité, la lourdeur qui est là à cause des normes administratives. Tout ce qui est les MOOC, les forums, les tutos, tout ça, et en particulier dans le logiciel libre, donc c'est une communauté que je connais un peu, on peut apprendre énormément sur un forum qui peut être bienveillant, où il y a des gens qui sont prêts à aider, à passer du temps, à développer ensemble. Il y a aussi des formes collaboratives de travail, comme les hackathons, les conventions, les festivals. Et c'est avant, pendant, après la formation, quand on est en poste, quand on est en recherche, c'est vraiment quelque chose qui est en parallèle, j'ai l'impression, des formations officielles. Toutes ces branches-là, c'est de la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend dans une école, on va avoir un mode de réflexion qui va servir, mais l'outil sur lequel on a appris sera souvent des fois dépassé au moment où on va sortir de l'école ou quelques années après. On le voit encore plus avec l'IA qui arrive. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que ce sont des connaissances en mouvement. Donc on est obligé de continuer à se former aussi à une vision ou une nouvelle utilisation des choses. Donc c'est très important et on pousse les étudiants justement à faire de la veille, à s'auto-former en permanence en parallèle, à trouver aussi les communautés ou les mentors qui vont les animer. Cette année, on a créé un incubateur au sein du campus justement qui est ouvert à toutes nos écoles où là c'est animé par la mêlée, mais où ce sont des mentors avec différents types de parcours de vie qui vont leur expliquer ce que c'est l'échec aussi. Enfin, voilà, comment bien le vivre, comment aussi avoir une vision de certaines typologies de société. Donc je pense que c'est vraiment aligné sur ça. Aujourd'hui, la formation, elle dure toute la vie. Et il faut vraiment trouver ces sources d'information et ces sources de formation pour pouvoir construire sa carrière. Et Magdalena, je rebondis là-dessus. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi du côté des recruteurs, quand ils recherchent le bon profil qui correspond au poste? Est-ce qu'il y a, au-delà de chercher aussi dans la certification académique, une volonté de trouver d'autres types de compétences et d'autres qualités chez les candidats? Oui, complètement. Je pense que c'est vraiment cette capacité à apprendre qui va être très importante, quel que soit le métier et le type d'organisation, mais particulièrement Impact. Donc vraiment les choses qui apparaissent dans les CV qui démontreraient cette envie-là d'apprendre, de s'ouvrir à la fois à de nouvelles compétences, mais aussi au monde, sont vraiment valorisées.
Après, moi, ce que j'observe beaucoup aussi quand je recrute pour les entreprises, pour les organisations à impact, c'est vraiment l'importance de l'alignement avec les valeurs de la structure au sein de laquelle vous postulez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les valeurs d'une entreprise, d'une organisation? C'est à la fois justement cet esprit commun qui anime un collectif au travail. C'est une vision d'une société qu'on défend, c'est un projet qu'on articule d'une telle ou telle manière. Donc, pour vous donner un exemple concret, dans ma vie tech d'avant, j'ai pu travailler 3 ans au sein d'une grande entreprise, donc d'une scale-up qui s'appelle Content Square, qui est un éditeur de solutions logicielles spécialisé en optimisation d'expériences en ligne. C'est un peu long à dire. Et donc, après, quand je suis passée dans l'impact, je suis un éditeur d'asso destiné aux associations qui s'appelle Asso Connect. Et donc, dans les deux organisations, on avait un peu les mêmes problématiques liées à l'édition d'une solution logicielle, mais pas du tout la même manière d'appréhender les candidatures, les candidats, le discours portant sur leur motivation. Et je suis vraiment convaincue qu'on ne va pas travailler pour la même raison dans ces deux organisations différentes. Donc vraiment, cet engagement, c'est vraiment cette flamme qui va nous allumer au quotidien, qui va être hyper importante pour les recruteurs. Et qui se crée en puisant en soi, comme disait Virginie, en se posant des bonnes questions, en essayant d'imaginer une vie professionnelle qui soit vraiment alignée à ce que nous sommes profondément et qui nous mène vers une incarnation, je pense, de qui nous sommes, mais aussi au travail. Mathieu, je me tourne vers toi parce qu'en ce moment, le filament recrute. Et justement, est-ce que tu te retrouves dans ce que dit Magdalena? Qu'est-ce que vous valorisez, vous, chez les candidats que vous rencontrez? Alors, en tant qu'ancien candidat, oui, je reconnais qu'il y a cette aspiration. Mais en tant que recruteur, c'est quand même encore relativement difficile de justement arriver à cet alignement, quoi. Sur quels critères on peut se baser? Comment on peut sélectionner des profils? Ça reste délicat. Donc, ça se fait à la longue, à la chance. J'imagine que vous avez peut-être quand même des méthodes un peu plus précises, mais enfin, nous, après, on est 5, donc c'est sûr qu'on a un poste en ce moment. On n'est pas non plus dans le recrutement en permanence, mais c'est délicat. On a déjà des candidats qui sont venus, qui correspondent techniquement, mais qui n'ont pas forcément la sensibilité au travail en commun, à l'esprit coopératif, à la bienveillance aussi dans les relations, puisque c'est aussi ça au quotidien, de l'animation des réunions. Même c'est des choses que je n'avais jamais vues dans mes sociétés précédentes, quoi, des tours de parole, des choses comme ça. Et est-ce qu'on fait le pari que la personne va s'adapter, ou est-ce qu'on attend d'avoir le candidat qui est déjà opérationnel techniquement, humainement? Enfin voilà, c'est toujours le grand jeu du recrutement, quoi. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense que c'est le moment de prendre des questions, s'il y en a dans l'audience. Oui. Est-ce qu'il y a des labels ou des chartes sur le côté éco-responsable de la tech? Alors, nous, de notre côté, ça va plus être sur le côté en formation INR, donc tout ce qui est charté numérique responsable, parce qu'aujourd'hui, c'est le référentiel qui va être le plus travaillé dans cette vision-là, mais il ne va pas couvrir tout non plus. Mais aujourd'hui, dans certains programmes de formation, surtout pour les professionnels ou certains formateurs agréés, on va dire, c'est ce qui va être pour nous le plus visible. Je ne sais pas si dans des métiers plus techniques, il existe... Alors, je ne peux pas du tout me prononcer sur les métiers techniques, mais je pense quand même spontanément même au label Tech for Good, qui est, certes, je ne suis pas sûre de la pondération, d'intégrité de différents critères, mais en tout cas, c'est un label qui est créé par l'État, donc qui est, à mon sens, assez fiable. Et donc, vous avez en tout cas pas mal de secteurs d'entreprises et d'autres organisations qui signent les chartes très concrètes d'engagement. Et ce qui est chouette, c'est que vous avez aussi tout un répertoire de membres par région. Donc, c'est assez facile de naviguer dedans et de voir un peu ce qui se passe localement. Après,
par rapport à la tech précisément, moi, le seul qui me vient à l'esprit, c'est Green IT, mais c'est vraiment très orienté serveur, page web, chiffré. Donc, c'est pas vraiment de l'éthique, c'est vraiment de la mesure quantitative. Après, quand on voit ce qui se fait dans l'alimentation biologique, dans l'agriculture biologique, les établissements haute valeur environnementale, les différents labels, les différentes certifications, il faut rester prudent avec les labels, les normes, les chartes, les engagements. Après, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais quand entre une énorme entreprise multinationale qui met en avant sa fibre Tech for Good ou un label quelconque, après je ne les connais pas tous, il y en a sûrement des très bien, et les scopes qui sont des obligations légales liées à la structure de l'entreprise sur la participation des salariés, la répartition des bénéfices. Il y a, voilà, moi je vois quand même une différence d'engagement et de fiabilité, disons. Peut-être pour ajouter aussi un petit mot sur ce que dit Mathieu. Souvent, en tout cas par rapport aux entreprises qui ont un statut donc à mission ou ESUS, en fait, elles sont aussi obligées de publier leur rapport d'impact au bout d'un certain temps d'activité. Et donc, je vous invite s'il y a un projet qui vous intéresse particulièrement, c'est toujours intéressant de plonger dans le rapport d'impact, qui sont souvent des publications assez accessibles et qui expliquent très concrètement, en fait, quelles sont les retombées de la mission de cette organisation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, moi, j'en profite et je rebondis sur cette première question pour vous demander, du coup, tu en parlais un peu tout à l'heure, Magdalena, mais comment aujourd'hui on peut trouver, est-ce qu'il y a des plateformes dédiées qui existent ? Quel est le meilleur moyen de trouver sans éplucher justement tous les rapports d'impact des entreprises qui nous intéressent, donc des jobs tech à impact voilà, quels sont les moyens qui existent aujourd'hui ? Il y a pas mal de choses, effectivement. Bon, ça mérite toujours quand même un peu d'attention, puisque le revers de la médaille, c'est que aujourd'hui, on tamponne impact un peu tout à n'importe quoi. Mais oui, il y a des plateformes qui existent. Donc, par exemple, Jobs That Make Sense, porté par Make Sense. Ensuite, vous avez aussi Change Now, donc un salon dédié au métier de l'impact, qui organise aussi leurs grands rendez-vous portés sur les sujets de recrutement. Donc c'est un bon répertoire. Et après, aussi sur d'autres choses un peu plus traditionnelles comme Welcome to the Jungle, vous trouvez quand même pas mal de projets à impact. Mais je pense que ce sont des choses, voilà, des sources principales qui me viennent à l'esprit. Est-ce que vous avez des choses à ajouter pour compléter ? Je suis complètement raccord avec les plateformes citées. Après, je pense que c'est aussi, une fois qu'on est intéressé par un job, de se dire, et je pense lire le rapport d'impact, c'est assez intéressant parce que justement, c'est qu'est-ce que dans l'impact, l'entreprise a comme vision. C'est-à-dire que chaque entreprise va développer certains pans du for good plus que d'autres. Donc, qu'est-ce qui parle aux candidats ? Et il faut un peu aller se renseigner sur ça parce que aujourd'hui, il peut y avoir plein d'initiatives et il y a des initiatives peut-être qui parlent un peu moins que d'autres. Donc, je pense que le rapport d'impact, c'est une bonne voie d'entrée quand on affine ses candidatures. Et ça peut être une bonne aussi discussion avec le recruteur, justement pour montrer un intérêt aussi réel. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Magdalena, et je suis complètement alignée avec ça, sur la cohérence et le fait d'être aligné aux valeurs pour lesquelles on postule aussi. Parce que je pense que ça se voit très vite si un candidat est un peu dans le faux et va juste surfer sur une tendance. Et ça, je pense que c'est compliqué après à vivre au quotidien. Donc, il vaut mieux être très honnête avec soi-même dès le début. Et pour rebondir aussi sur ces mots, je pense que c'est bien.
c'est intéressant de rencontrer du monde en fait. C'est vraiment un écosystème donc avec plein hyper arborescent, donc avec des organisations très différentes, mais aussi avec des temps de rencontres et de retrouvailles qui sont assez réguliers. Donc il y a pas mal de salons de recrutement à impact. Je n'ai pas de calendrier en tête en particulier, mais il suffit de taper ça dans un moteur de recherche et vous avez plein de choses qui ressortent. Donc Change for Now, je pense que ce sera plutôt début automne. Il y a aussi un forum qui s'appelle Ambition Transition. Donc c'est une association qui a été créée par des anciens, notamment issus des grandes écoles, et qui convoque, qui invite pas mal d'organisations à impact qui recrutent. Beaucoup de talks, de conférences, de communautés, et c'est vraiment là où vous allez aussi rencontrer des projets, des personnes qui les portent, évidemment, et où on peut assez rapidement se rendre compte aussi si humainement il y a vraiment quelque chose, enfin il y a une rencontre qui se fait. Donc je vous encouragerai à y aller parce que en plus c'est très intéressant et très éclairant sur des sujets assez innovants. Donc voilà. Et après, il y a peut-être une piste qui est un peu plus ambitieuse ou risquée. C'est une fois qu'on a fait le tour des salons, qu'on a été dans quelques associations, qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire, qu'on a défini son domaine et qu'on ne trouve toujours pas un job qui nous intéresse, c'est peut-être qu'il faut le créer, quoi. Donc c'est une approche différente, mais ça peut être maintenant le bon moment, quoi. Et là aussi, il y a plein de réseaux de soutien, de lancement, d'entraide, de portage, de formation. C'est pas inabordable. Que de bons conseils. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, si on n'a pas d'autres, je vous propose, ça peut être un petit récap, mais si chacun et chacune, vous pouviez livrer un dernier conseil à l'Assemblée sur des personnes qui sont soit en train de trouver leur premier emploi, soit en pleine reconversion, quel serait pour vous un peu un wrap-up des bonnes choses à faire, des bonnes pratiques à adopter si on a envie de s'engager dans un travail qui a du sens, dans un travail qui a de l'impact? Ouais, je reviens sur ce que je viens de dire là. C'est peut-être de se sortir la tête un peu de la course aux lettres de motivation au CV, de voir des gens, de faire des trucs, de sortir, d'arriver à clarifier ce qu'on veut faire et on finira par trouver où le faire, hein, je pense. Magdalena, un petit dernier conseil pour la route? Moi, j'ai envie de dire que tout ira bien pour vous. Je pense que j'ai l'impression que le monde de travail est vraiment en pleine transformation et qu'il est est plutôt vers un bon changement. Je pense qu'on est vraiment... j'ai envie de croire au fait qu'il y a vraiment des choses assez profondes par rapport à notre rapport au travail et aussi son sens. Et que clairement les métiers à impact ont besoin de vous aussi, donc des compétences tech en particulier, très alignées avec ce que vous avez dit. Donc moi je pense c'est pas du tout un conseil très professionnel, mais donc des apéros aussi bien sûr, mais je pense que c'est quand même évidemment c'est super de s'ouvrir au monde, à tout ce qui se passe dans cet écosystème et de chercher un environnement, de prendre le temps de trouver un environnement dans lequel vous aurez l'impression d'être vraiment pleinement vous-même. Et je suis tout à fait convaincue que c'est possible. Donc plein d'aventures pour vous. Merci beaucoup à tous les trois. Je me permets du coup une dernière petite compilation, je pense, des idées importantes qui ont été partagées. C'est qu'il y a aujourd'hui quand même des milliers d'opportunités qui s'ouvrent à ceux et celles qui ont envie de s'engager un peu dans cette quête, de trouver, d'allier à la fois le sens, l'alignement avec les valeurs et le projet professionnel. Donc il y a tellement de portes aujourd'hui qui sont ouvertes dans la structure qui vous correspond, de la forme, travailler dans le format qui vous convient le mieux. Donc voilà, il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de parcours type. Vous pouvez vous engager de n'importe quelle manière et à n'importe quel stade de votre carrière professionnelle. Voilà, n'ayez pas froid aux yeux et si vous pensez que c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'allier le sens et le travail, franchement, allez-y, foncez. Vous avez dans tous les cas votre place dans ce paysage.
Et pour finir, voilà, continuez à varier un peu vos expériences. Il n'y a pas seulement les compétences académiques, il y en a tellement d'autres qui sont extrêmement valorisées. Et voilà, et soyez ambitieux à la fois avec la société que vous avez envie de créer. Je pense que c'est important de ne pas être défaitiste, de se dire qu'on a plein de belles choses à construire. Et puis aussi ambitieux avec, quand vous pensez à la manière dont vous avez envie de contribuer à cette société, parce que voilà, vous avez, comme l'ont très bien dit nos 3 intervenants et intervenantes, vous avez complètement votre place et un vrai rôle à jouer et à prendre dans cette société en construction. Donc voilà, merci beaucoup à tous les 3, c'était passionnant, comme je m'y attendais.